Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Donc, après la présentation du dispositif qui permet d'avoir donc ce tracé, donc voilà justement le tracé. Le premier élément donc mécanique qu'on doit avoir est appelé secousse musculaire. Donc, cet enregistrement est le résultat donc d'une stimulation isolée. Donc, une stimulation isolée permet d'enregistrer après le signal de temps, donc l'artefact de stimulation. Donc ici, un artefact justement, ça c'est le signal de temps, un artefact suivi de L. L, c'est le temps de latence. Ensuite, une phase C. C correspond à la contraction. Et ça me permet ici d'insister sur le fait que l'élève doive impérativement faire attention au thème de son exercice. Techniquement, le tracé que vous avez au tableau n'a rien à envier à un potentiel d'action monophasique, à part peut-être l'hyperpolarisation. Mais cela n'empêche, ça n'a rien à voir avec un phénomène donc, électrique au niveau du nerf. Il s'agit bel et bien, ou de la fibre, il s'agit d'un phénomène mécanique. Donc ça, c'est l'énoncé qui permet, parce que les écrans enregistrent des phénomènes qui peuvent se ressembler. Un PPSE, une secousse musculaire, un plan d'action, sur le plan formel, n'ont aucune différence majeure, sauf qu'il faut regarder les unités, il faut regarder les données de l'énoncé pour savoir quel est le thème de mon exercice. Donc R, je termine, correspond à la phase de relâchement. Relâchement. Et donc nous avons ici C et R qui correspondent donc à ce qu'on appelle une secousse musculaire. Donc ce qu'on appelle en réalité contraction, c'est une contraction suivie d'une phase de relâchement. Donc c'est la secousse musculaire. Et cette secousse musculaire est précédée évidemment par un temps de latence. Le temps de latence, c'est le temps que met donc le message nerveux pour quitter le lieu de la stimulation et arriver donc au lieu de l'enregistrement, les électrodes sur le dispositif. Et puis, vous avez donc une phase de contraction et une phase de relâchement. L'ensemble forme ce qu'on appelle une secousse musculaire qui est caractérisée par deux éléments majeurs, son amplitude et sa durée. Vous voyez, l'amplitude qu'on peut mesurer ici et la durée, donc c'est le temps donc, du début de la phase de contraction à la fin de la phase de relâchement. Donc voilà ce qu'on appelle une secousse musculaire isolée. Donc après le cas d'une stimulation isolée, maintenant passons au cas suivant, c'est-à-dire le cas de deux stimulations successives. Alors lorsqu'on envoie donc, au niveau du muscle deux stimulations successives, donc, on a deux possibilités. La première stimulation entraîne évidemment une contraction et tout dépend du timing de la deuxième stimulation. Donc si vous regardez bien ici, on a deux cas possibles. Si la deuxième stimulation intervient pendant la phase de relâchement de la première secousse, on enregistre une deuxième phase de contraction plus ample à cause de l'addition des deux effets. Donc on appelle ça ici une sommation partielle. Sommation partielle ou fusion partielle. Okay? Ça, c'est la première possibilité. Et là, regardez bien le temps. Ici, cela intervient pendant la phase de relâchement donc de la première secousse. La deuxième possibilité, c'est lorsque l'écart est réduit. Regardez ces deux écarts. Donc, l'écart est réduit de sorte que la deuxième stimulation, donc ici, intervient pendant la phase de contraction. Dans ce cas, on enregistre une secousse plus ample, une secousse unique, d'amplitude beaucoup plus élevée que la secousse isolée. Et le fruit de ça, donc l'explication, c'est qu'il y a eu ici une sommation complète ou totale. Donc, on parle également de fusion partielle des deux secousses musculaires ou bien de fusion complète des deux secousses. Et comme vous le voyez, les myogrammes sont différents. Là, on obtient un myogramme avec deux sommets
un plus grand que l'autre. Là, on enregistre un myogramme unique suite donc à une sommation complète des deux effets, donc des deux stimulations successives. Donc notre troisième et quatrième cas de figure, donc après la secousse isolée, la fusion incomplète et la fusion ou sommation complète. Donc nous avons maintenant le cas de plusieurs stimulations successives. Donc dans ce cas aussi, nous allons distinguer des différences. Donc la première ici, c'est le cas donc de stimulation successive mais de faible fréquence. Donc comme vous le voyez, les stimulations donc, interviennent ici pendant les phases de relâchement. Vous voyez? Donc interviennent pendant les phases de relâchement. Et bien qu'est-ce qu'on fait? On a, comme dans le cas de la fusion incomplète, donc ici, première stimulation, une secousse, intervention d'une deuxième stimulation, donc deuxième secousse d'amplitude plus élevée, intervention d'une troisième, donc obtention d'une secousse, donc jusqu'à ce qu'on obtienne donc un plateau qu'on appelle ici plateau en dents de scie. Donc en réalité, on a une somme ici de fusion incomplète avec, comme vous le voyez, plusieurs secousses, avec là aussi un plateau obtenu enfin. Ce phénomène est appelé, n'est-ce pas, tétanos imparfait. Donc, tétanos imparfait. Donc, retenez que le tétanos imparfait est obtenu dans le cas où le muscle est stimulé plusieurs fois avec des stimulations de faible fréquence, avec donc un écart intervenant de telle sorte que les stimulations 2, 3, 4 interviennent chacune pendant la phase de relâchement. Et regardez bien, à un moment, le plateau ici, là, c'est le moment où toutes les fibres ne sont pas touchées. Quand toutes les fibres sont touchées, eh bien, qu'est-ce qu'on enregistre ici? On enregistre un plateau qui indique donc qu'on a atteint les différentes fibres, toutes les fibres appartenant au même muscle. Et le résultat, comme je dis, est appelé tétanos imparfait, qui, je le précise, parce que le mot tétanos n'est pas inconnu des élèves. Sachez qu'ici, il y a des tétanos physiologiques, expérimentaux, c'est le cas ici, rien à voir avec le tétanos pathologique qui, lui, est une maladie. Donc le deuxième cas de figure, toujours pour des stimulations donc nombreuses et successives, mais là, on augmente la fréquence, comme vous pouvez le voir ici sur le signal de le temps. Donc, on augmente la fréquence, qu'est-ce qui va se passer? Les stimulations 2, 3 et supérieures interviennent pendant les phases de contraction. Donc, comme le raisonnement qu'on avait fait tout à l'heure avec ce qu'on avait appelé la sommation totale ou sommation complète, eh bien, tout se passe comme si le muscle devenait tétanisé. Donc ici, le muscle est tétanisé, donc ça veut dire qu'il y a une contraction continue sans relâchement, et cette contraction donc se poursuit jusqu'à l'arrêt total donc des stimulations. Donc en réalité ici, on a une succession de fusions complètes avec à chaque fois la stimulation qui intervient pendant la phase de contraction. Donc ce que nous avons ici est appelé tétanos parfait. Donc le tétanos parfait fait suite au tétanos imparfait avec donc le muscle qui semble trembler, et là vous avez un tétanos qualifié de parfait. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le tétanos est un phénomène. Les tétanos expérimentaux ici qui sont physiologiques, sont à différencier des tétanos pathologiques donc, qui sont, n'est-ce pas, donc qui est le tétanos pathologique, donc une maladie. Donc voilà les différents. Donc soit le muscle a une série de contractions et de relâchements incomplètes avec toujours un plateau, soit le muscle a évidemment donc une contraction donc de ce genre avec donc un muscle qui se tétanise, qui se contracte sans se relâcher donc durant évidemment la durée des stimulations. Et l'autre chose importante à noter, c'est également l'augmentation ici de l'amplitude jusqu'à atteindre un plateau, ce qui montre ici un phénomène que nous allons voir tout à l'heure, le fameux phénomène de reculement, parce qu'un muscle est formé de plusieurs fibres. Donc, plus vous augmentez l'intensité de la stimulation, ou plus il y a ici de la fusion, vous obtenez donc un ensemble de stimulations qui permettent à la fin
de toucher toutes les fibres appartenant à notre muscle. Donc le deuxième et dernier cas, c'est le cas donc de du tétanos parfait. Alors, s'agissant toujours des aspects mécaniques, donc notre avant-dernier cas concerne donc les réponses qu'on observe dans le cas où on stimule le muscle avec des stimulations d'intensité croissante passant dans notre exemple de I1 à I2, I1 inférieur à I2 qui est inférieur à I3 jusqu'à, n'est-ce pas, I6. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Que le muscle répond d'abord par une secousse musculaire isolée. Il faut imaginer ici qu'on n'a pas de tétanos justement parce que les stimulations sont assez isolées. Là, quand on augmente l'intensité, l'amplitude augmente. De I1 jusqu'à I4, on a une augmentation d'amplitude. À partir de I4, pour l'analyse, on enregistre des secousses identiques. Des secousses sont qualifiées comme les potentiels d'action. Des secousses sont qualifiées d'identiques quand elles ont la même amplitude et la même durée. Voilà ce qu'on appelle des secousses identiques. C'est des secousses qui donc, ont deux paramètres en commun, l'amplitude et la durée du phénomène. Donc à partir de I4, on peut dire ici que cette expérience met en évidence le fameux phénomène de recrutement. Un muscle est formé de plusieurs fibres. Plus vous augmentez l'intensité, évidemment à partir d'un seuil. Parce que si le seuil est infraliminaire, eh bien, on n'aura pas. Si la stimulation est infraliminaire, on n'aura pas de réponse. Mais dès que le seuil est atteint, on a reçu des stimulations d'amplitude, des secousses, d'amplitude croissante qui indiquent donc que plus la stimulation est forte, plus le nombre de fibres musculaires qui forment le muscle touché augmente jusqu'à ce que toutes les fibres soient touchées, exactement le même phénomène de recrutement qu'on a déjà eu à étudier chez le nerf. Donc le muscle obéit à la loi de recrutement, mais on en devine donc comme par parallélisme avec la fibre nerveuse que la fibre musculaire, elle, obéit au phénomène de la loi du tout ou rien. Alors, maintenant, dans le dernier aspect donc, mécanique que nous allons voir, il s'agit de deux cas de figure. Donc, ici, le muscle subit donc, une première stimulation après un long temps de repos. On enregistre donc une secousse normale, secousse musculaire normale avec donc un temps de latence, une phase de contraction et une phase de relâchement. Lorsque le muscle est très sollicité maintenant, on observe un tracé qu'on appelle une secousse de fatigue ou bien courbe de fatigue. Courbe ou secousse de fatigue. Et on peut rapidement donc, comparer ces deux cas avec ici, n'est-ce pas, le temps de latence qui ne change pas. Vous remarquerez que le temps de latence ne change pas, mais cette courbe est plus étalée, avec déjà l'amplitude qui a diminué par rapport à ici. Donc, premier problème, baisse de l'amplitude. Donc, deuxième problème, ici, allongement du temps de la phase de contraction, mais également allongement du temps de la phase de relâchement. Donc, allongement de la durée de la secousse musculaire, donc qui devient une courbe de fatigue, ce qui fait donc que dans le cas où le muscle est très sollicité, la conclusion normale c'est quoi? C'est que on a donc un temps de réaction qui est diminué avec donc une courbe de fatigue qui, sur l'allure, garde, c'est vrai et c'est logique, le même temps de latence, mais la réponse est plus lente et moins intense, moins ample, avec donc une amplitude qui diminue, une durée de la phase de contraction qui augmente, tout comme la durée de la phase de relâchement. Donc cette secousse est appelée courbe de fatigue ou bien secousse de fatigue. Voilà le dernier cas d'aspect. On va terminer avec ce qu'on avait annoncé, les aspects électriques. Tape www.suividecolosénégal.com.